Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'origine du génotype d'un individu. Alors, pour comprendre le génotype d'un individu, il faut d'abord remonter à la formation de cet individu, c'est-à-dire la reproduction sexuée. Celle-ci se compose de l'alternance d'une phase de méiose et d'une phase de fécondation. Si on reprend, la méiose correspond à la formation de 4 cellules haploïdes à partir d'une seule cellule diploïde. On a donc initialement une cellule possédant des paires de chromosomes à 2 chromatides, qui va subir une première division de méiose où on va séparer les chromosomes homologues. On obtient alors 2 cellules avec un chromosome de chaque paire à 2 chromatides. Puis il y a ensuite séparation des chromatides, ce qui permet de former 4 cellules portant chacune un chromosome à une chromatide. Alors voyons maintenant ce qui se passe si on place des gènes sur cette cellule initiale. On a placé dans le premier cas des gènes indépendants, c'est-à-dire présents sur 2 paires de chromosomes différents. On a donc une cellule hétérozygote pour 2 gènes indépendants, A et B. Cette cellule pourra former 4 types de cellules reproductrices différentes. On voit ici petit a, grand B, grand A, petit b, grand A, grand B. Cette formation de diversité est due à la répartition aléatoire des chromosomes lors de la première division de méiose. Deuxième possibilité, maintenant nous partons d'une cellule hétérozygote, mais pour 2 gènes liés, cette fois A et E. Des gènes liés veulent dire qu'ils sont présents sur le même chromosome. A et E sont présents sur le même chromosome. Il est possible alors, lors de la première division de méiose, qu'un crossing over se produise. Un crossing over correspond à un échange de fragments de chromatides entre 2 chromosomes homologues. À l'issue de ce crossing over, on a donc formé des chromosomes qui ne possèdent pas les mêmes allèles sur les 2 chromatides. Ces chromosomes subissent ensuite une méiose normale pour former 4 types de cellules reproductrices différentes, grand A, grand E, grand A, petit e, petit a, grand E, petit a, petit e. On observe que certains de ces combinaisons d'allèles correspondent à celles des parents, on les appelle gamètes parentaux, d'autres correspondent à de nouvelles associations d'allèles qu'on appelle gamètes recombinantes. Il s'agit ici de ce que l'on appelle du brassage intrachromosomique. La méiose permet donc de former de nouvelles combinaisons d'allèles dans les gamètes. Ces gamètes vont par la suite être associées lors de la fécondation. La fécondation correspond à l'association d'un gamète produit par le père à un gamète produit par la mère, ce qui forme une cellule œuf possédant des paires de chromosomes. La fécondation permet donc de rétablir la diploïdie. Ce qui est intéressant dans la fécondation, c'est qu'elle associe de façon aléatoire n'importe quel gamète produit par le père à n'importe quel gamète produit par la mère. Il y a donc encore une fois une très forte diversification des génomes, puisque le nombre de cellules œufs potentiellement formables correspond au nombre de gamètes produits par le père multiplié par le nombre de gamètes produits par la mère. La fécondation et la méiose permettent donc de créer de nouvelles combinaisons d'allèles et donc de nouveaux génotypes. Il existe également des anomalies qui peuvent se produire lors de la méiose et qui participent à diversifier les génomes. On peut prendre par exemple le syndrome de Turner qui correspond à des problèmes au niveau de la thyroïde, des anomalies rénales. Quand on regarde le karyotype d'une personne atteinte du syndrome de Turner, on observe qu'elle possède un seul chromosome X. Autre anomalie chromosomique possible, c'est le syndrome de Klinefelter. Ce syndrome se caractérise par la présence de testicules réduites chez un individu de type masculin, le développement de glandes mammaires et d'autres effets. Ce syndrome est observable au niveau karyotypique par la présence d'un chromosome X en trop. Alors, comment interpréter ces anomalies chromosomiques? L'idée, c'est que lors de la méiose, il va y avoir une mauvaise répartition des chromosomes. Par exemple, sur le schéma présenté ici, les 2 chromosomes X partent dans la même cellule au moment de la séparation des chromosomes homologues. Puis ces 2 chromosomes X séparent leurs chromatides et ça permet de former ici des cellules avec 2 chromosomes X et ici des cellules sans chromosome X. La cellule sans chromosome X, si elle est fécondée par une cellule productrice normale, donnera un individu ne possédant qu'un seul chromosome X à l'origine du syndrome de Turner. On parle de monosomie. La cellule possédant 2 chromosomes X, si elle est fécondée par une cellule reproductrice normale, possédera 2 chromosomes X et un chromosome Y. On parle d'un individu trisomique qui sera à l'origine, par exemple, du syndrome de Klinefelter. Il est également possible que des anomalies lors de la méiose provoquent la fusion de chromosomes entre eux. C'est l'idée qui est couramment admise lorsqu'on observe le karyotype d'un chimpanzé et d'un homme. On observe par exemple ici au niveau du
chromosome 2 que le chimpanzé en possède 2 alors que l'homme n'en possède qu'un seul. L'idée c'est donc qu'au cours de l'évolution, les deux chromosomes 2 auraient fusionné pour former un seul chromosome chez l'homme. Il existe d'autres types d'anomalies lors de la méiose, c'est ce que l'on appelle les crossing-over inégaux. On observe ici deux chromosomes en train de réaliser un crossing-over entre eux, sauf que le fragment de chromatide échangé n'a pas la même taille. On se retrouve ici avec un chromosome possédant deux gènes A et un gène B, alors que celui-là, sur sa chromatide, ne possédera qu'un gène B et plus de gène A. Si l'un de ces chromosomes participe à une fécondation, on se retrouve avec une cellule œuf, ici, qui possède un chromosome provenant d'un des parents, avec un gène A et B, et un chromosome provenant de l'autre parent, où il y aura deux gènes A et un gène B. Il y a donc eu création d'un exemplaire supplémentaire de gènes, c'est ce qu'on appelle une duplication. Les duplications sont très importantes au cours de l'évolution car elles permettent d'augmenter le nombre d'exemplaires de certains gènes, c'est le cas pour l'amylase, mais elles peuvent être aussi à l'origine de la formation de familles multigéniques. Une famille multigénique correspond à un ensemble de gènes possédant une forte homologie de séquence, ça veut donc dire qu'ils sont issus les uns des autres. On prend ici le gène qui a été à l'origine de différentes molécules à l'heure actuelle, l'ocytocine, l'AVT et l'hormone antidiurétique. Ils sont tous issus d'un gène ancestral qui s'est dupliqué, et les duplicats ont ensuite suivi des mutations. Il y a donc eu une première duplication, une deuxième duplication, et à chaque fois le gène dupliqué a subi des mutations, ce qui a permis de former des gènes à l'origine de protéines ayant des caractères très différents. Donc les anomalies de méiose peuvent être à l'origine de création de diversité dans les génomes qui ont un fort intérêt d'un point de vue évolutif. Nous avons donc vu que la reproduction sexuée permet de créer une grande diversité de cellules œufs génétiquement différentes, mais que se passe-t-il au sein d'un individu? L'idée c'est quoi? C'est que de passer d'une cellule œuf à un individu de plusieurs milliards de cellules, il faut réaliser une succession de mitoses et de réplication. La mitose correspond à la formation de deux cellules filles possédant des paires de chromosomes à une chromatide à partir d'une cellule mère possédant des paires de chromosomes à deux chromatides. Les deux cellules filles issues de la cellule mère par mitose sont donc génétiquement identiques l'une à l'autre et à la cellule mère. La réplication permet ensuite de reformer les deux chromatides nécessaires afin de subir une deuxième mitose. Il arrive néanmoins que des mutations apparaissent au cours du cycle cellulaire et soient à l'origine de la formation de nouvelles cellules génétiquement différentes. On a donc ici une cellule mère qui va se diviser un grand nombre de fois. Il arrive qu'une de ces cellules présente une mutation, et on aura formation ainsi d'un clone cellulaire, c'est-à-dire d'un ensemble de cellules toutes issues d'une cellule initiale, au sein duquel on pourra identifier des sous-clones mutés, c'est-à-dire des cellules présentes au sein du clone, mais qui ont une différence génétique, une mutation. On dit donc qu'un individu correspond à une mosaïque de clones cellulaires. Nous venons donc de voir que le génotype dépend de la reproduction sexuée, d'anomalies de méiose et de l'évolution clonale au sein d'un individu. Mais comment accéder au génotype d'un individu? Pour déterminer le génotype d'un individu, il y a deux possibilités. La première est d'étudier les antécédents familiaux. Pour cela, on utilise un arbre généalogique sur lequel on replace les individus atteints d'une particularité. Ces arbres permettent de déterminer si l'allèle incriminé est dominant ou récessif, s'il est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome normal, ou par un gonosome, un chromosome sexuel. Enfin, ces arbres permettent également de déterminer la probabilité qu'un individu est un enfant atteint de la particularité. Dans le cas présenté ici, on peut dire que s'il s'agit d'une maladie qui est récessive, car sinon il y a forcément un des parents qui serait atteint lorsqu'il y a un enfant malade. On peut également dire que cet allèle n'est pas porté par le chromosome Y, sinon les femmes ici ne pourraient pas être malades, et il n'est pas non plus porté par le chromosome X, sinon le garçon malade ici aurait nécessairement une mère malade. Donc il s'agit d'un allèle récessif porté par un autosome. Autre façon d'accéder au génotype d'un individu, c'est de faire des prélèvements et des séquençages d'ADN. Lorsqu'on a une suspicion de risque, on peut prélever l'ADN des deux parents, utiliser des kits pour repérer les principales mutations. Si aucune mutation est détectée, on peut faire un séquençage complet d'une des parties du génome et comparer ça aux principales mutations.
L'idée est donc que le génotype d'un individu dépend de la reproduction sexuée, brassage intra-interfécondation, de l'évolution clonale au sein d'un individu et d'anomalies de la méiose, comme par exemple la création de chromosomes en trop ou de gènes en trop. Ce génotype peut être ensuite déterminé soit par les antécédents familiaux, soit par un séquençage des génomes.